Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, les salariés de Fagor-Brandt restent mobilisés. À Vendôme cet après-midi, ils étaient plus de 200 à manifester. Au chômage technique depuis 5 semaines, ils espèrent une aide de 15 millions d'euros pour sauver leurs emplois. Les rillettes de Tours reconnues officiellement indication géographique protégée. Quel est le secret de cette recette? On vous emmène dans l'atelier d'un boucher charcutier tourangeau. Et puis J-1 avant le lancement du festival BD Boom à Blois, rencontre ce soir avec le dessinateur de la célèbre BD Rahan, André Chéret. Bonsoir à tous. Les salariés de Fagor-Brandt font tout pour sauver leurs emplois. À Vendôme, cet après-midi, 230 manifestants ont battu le pavé. Des salariés au chômage technique depuis 5 semaines. Le groupe d'électroménager, je vous le rappelle, a été placé en redressement judiciaire le 7 novembre dernier. Aujourd'hui, ils attendent des banques et de l'État une aide de 15 millions d'euros. Le reportage de Florent Carrière. Isabelle, 52 ans, et Jean-Marie, 54. Un couple qui travaille chez Fagor. 38 ans de boîte pour monsieur, 15 ans pour madame. Leurs enfants sont aujourd'hui majeurs et indépendants, mais perdre leur emploi serait véritablement un drame social. Pour nous, c'est une catastrophe. On n'est pas à la retraite encore. On est loin. On est dans un âge, comme la plupart de mes collègues, on est dans un âge où on ne pourra pas retrouver de travail de toute façon. Même avec une cellule de reclassement, ça n'y changera rien. On a un tout petit espoir quand même, c'est d'avoir une reprise, un repreneur fiable, quoi. Les repreneurs éventuels ont jusqu'à la mi-décembre pour se faire connaître auprès du tribunal de Nanterre. À ce jour, 4 se seraient montrés intéressés. Les Fagor devraient donc être fixés sur leur sort, mais pas avant la mi-janvier. Alors il y a plus urgent, le redémarrage de l'activité sur les sites du groupe. On est dans l'instance d'avoir des décisions peut-être ce soir ou demain sur des prêts bancaires. Donc il y aurait 2 fois 5 millions d'euros par des prêts bancaires et aussi peut-être des 5 millions par l'État. 15 millions d'euros qui permettraient de relancer le site d'Orléans, dont l'activité permettrait ensuite de faire redémarrer les autres sites, dont celui de Saint-Ouen-Vendôme. Une urgence pour les salariés. Ouais, Fagor, joyeux anniversaire. 50 ans, on fait des prix cette année. 50 balais, la boîte. Et regarde comment ça finit maintenant. Depuis 5 semaines, c'est l'arrêt total. Ils sont tous chez eux. Donc là, ça commence à bouillir parce qu'ils en ont marre, quoi. On nous a dit qu'on devrait pouvoir redémarrer peut-être, mais on voit que ça tarde. On a surtout des commandes, des clients qui nous attendent, des consommateurs qui sont inquiets. Et on a redémarré récemment le SAV pour un petit peu résoudre ces problèmes-là. Maintenant, il faut reprendre très très vite. Car à l'urgence sociale s'ajoute l'urgence économique. Noël approche avec son activité commerciale. Le site de Vendôme réalise des produits à forte marge, ce qui permettrait au groupe de dégager des bénéfices. On a un savoir-faire à Vendôme, c'est pour ça qu'on ne comprend pas là. On est multipolyvalent, on est en accord de flexibilité. Saint-Ouen-Vendôme, un site qui ne connaîtrait pas la crise et pourtant qui pâtit de la situation du groupe. Aujourd'hui, dans la rue, c'est toute une entreprise qui s'est mobilisée, soutenue par les élus, par la population. Un cortège qui a rallié le centre-ville, direction la sous-préfecture. La contestation se poursuit dans la filière équine dans le Loir-et-Cher. Une nouvelle opération escargot est prévue dès 10 h au départ du parc équestre fédéral de la Motte-Beuvron. Demain, les cavaliers en colère passeront ensuite par le nord d'Orléans avant de rejoindre Châteauneuf-sur-Loire. Ils contestent, je vous le rappelle, une hausse de la TVA de 7 à 20% sur les centres équestres au 1er janvier 2014. Et du côté des horticulteurs aussi, la profession se met en colère. Hausse des cotisations, impôts, charges et surtout la TVA à 10% prévue pour 2014. Demain, les horticulteurs de la région Centre manifesteront à Tours, place Jean Jaurès, dès 15 h. Place à une actualité plus légère à présent. Vous en parlez hier. Après 20 ans d'efforts pour les artisans et les agriculteurs, les rillettes de Tours ont été reconnues officiellement indication géographique protégée. Une très bonne nouvelle pour notre gastronomie. Mais quelle est la recette des rillettes de Tours? Eh bien, vous allez voir qu'elle a bien un cahier des charges très précis. On vous emmène ce soir dans l'atelier d'un boucher charcutier tourangeau, Brian Bock. Patrick Bourreau est boucher charcutier à Tours depuis 9 ans. Dans son atelier de transformation, il fabrique l'authentique rillette de Tours à base de 4 morceaux de porc, de Touraine bien sûr. Et il doit respecter un cahier des charges bien précis. 50% de poitrine et d'épaule et 50% de jambon et de filet.
Donc voilà, c'est une quantité, mais on n'a pas le droit de mettre plus de 75% de poitrine et d'épaule dans les rillettes de tour. Une fois la viande désossée et coupée en carrés de 6 par 6, il fait revenir le tout dans cette marmite avec du saindoux, de la graisse de porc pendant une bonne heure. Il rajoute du sel, du poivre, en respectant strictement le cahier des charges. Il faut bien les faire revenir dès le départ pour les colorer, pendant 1 heure à peu près, et après les laisser mijoter pendant 8 à 9 heures à feu très doux à une température de 70 à 80 degrés. 10 heures plus tard, et après avoir émietté la viande, Patrick obtient le produit final. Mais le travail n'est pas fini pour autant. Il faut remplir la fiche d'indication géographique protégée qui reprend point par point les stades de la fabrication. À cause de l'IGP, on est obligé de remplir une feuille de traçabilité très stricte. Parce que bon, faut respecter tout ce qui est quantité sur les viandes, jambon, carré filet et épaules et poitrine, bien sûr. Temps de cuisson, ingrédients rajoutés jusqu'à la température, tout est noté sur cette feuille. Ensuite, Patrick conditionne les rillettes dans des pots de 250 et 500 grammes. Nous les moulons à chaud, 67 degrés minimum. Les rillettes moulées, il ne reste plus qu'à les déguster sur des tranches de pain grillées avec un verre de Touraine primeur à consommer avec modération bien sûr. Elles sont très bonnes, c'est extra. À Blois, le nouveau visage du cœur de ville dévoilé hier soir lors de la toute première réunion publique de la saison. Il s'agit plus précisément du projet d'aménagement en cœur de ville Loire. Voici un aperçu de la place Victor Hugo et de la place de la Résistance. Réaménagée, la première phase des travaux démarra en 2014. Un vaste projet pour élargir le cœur de ville vers la gare afin de renforcer son attractivité et donc de développer l'activité touristique et commerciale. En bref, après la sève d'été hier, c'est au tour du syndicat CGT de lever le mouvement. Une grève initiée, je vous le rappelle, le 9 novembre, chaque samedi. Pour comprendre le handicap, certains n'ont pas hésité à se bander les yeux à l'heure du déjeuner aujourd'hui. Un déjeuner à l'aveugle pour saisir la difficulté au quotidien de personnes atteintes de déficience visuelle. Écoles, entreprises se sont mobilisées en Touraine. Au total, plus de 3500 personnes. On se rend ce soir dans une école primaire de Saint-Avertin. Aurélie Renaud. Pause déjeuner un peu spéciale. C'est à tâtons que les élèves de CP s'installent à table. Carottes râpées, chili con carne et raisins blancs. Aujourd'hui, la dégustation se fait à l'aveugle. C'est sucré, c'est froid, c'est mou. Il y avait des pépins. Il y avait de la peau. Je fais comme ça et puis après je mange. Prendre ses couverts, aller chercher du pain ou encore débarrasser la table. Autant de petits gestes du quotidien qui prennent une autre dimension en situation de déficience visuelle. Mais on voit rien, on peut mettre la tête dans l'assiette pour faire ressentir le même truc que les aveugles. C'est handicapés et c'est un décès pour voir si on arrive. Un bon résumé de cette initiative mise en place dans les écoles et dans quelques restaurants d'entreprise par le MEDEF Touraine. Une expérience d'adaptation valable dans tous les milieux. Les chefs d'entreprise, les salariés peuvent aussi s'adapter par rapport à des situations de handicap dans leur structure et pouvoir être efficaces au sein de leur organisation. Comme les enfants sur ce déjeuner ont pu s'adapter par rapport aux contraintes. Durant cette semaine de mobilisation pour l'emploi des personnes handicapées, près de 1300 petits élèves auront été sensibilisés à la déficience visuelle. L'exploit des Bleus peut-il inspirer nos joueurs du Tour FC qui traversent une passe difficile en ce moment après 3 défaites, la dernière face aux Herbiers. Vendredi soir, les Tourangeaux affronteront le Havre. Leur entraîneur Olivier Pantaloni motive ses troupes en prenant exemple sur la qualification difficile de la France pour la Coupe du Monde au Brésil. Reportage de Romain David. TFC Le Havre, c'est un match en bleu avec en toile de fond l'ombre des Bleus de l'équipe de France. Explication. Les Bleus du Tour FC doivent se remettre d'une défaite cinglante en Coupe de France contre les Herbiers, une équipe jugée plus faible sur le papier que le TFC. Et le score s'avéra être le même que le barrage aller en Ukraine, 2-0. On avait vu une équipe d'Ukraine très déterminée face à une équipe de France qui sur le papier paraissait meilleure que les Ukrainiens. Et puis au match aller, donc 2-0 pour l'Ukraine. J'avais mis en garde les joueurs en me servant de ce match-là face aux Herbiers. Puis on est tombé aussi 2-0 face aux Herbiers.
3 défaites consécutives pour les Tourangeaux, le vestiaire n'est pas à la fête et la solidarité est en péril. Et pour l'envie, la détermination, Olivier Pantaloni tire plutôt des enseignements du comportement des Ukrainiens au retour. Apathiques, un temps de retard sur leurs interventions, tout ce que le TFC ne peut pas se permettre pour développer son football. Il y a des raisons pour lesquelles ces efforts sont plus faits. Il y a des raisons, et ces raisons-là, je pense que ça leur appartient d'en discuter. Maintenant, si vendredi, je m'aperçois encore qu'il n'y a pas eu de réaction, que certains traînent un petit peu la patte, ça sera à moi de tirer les conséquences. J'ai mis tout le monde en garde. On verra. Le Havre, qui joue en bleu aussi habituellement, n'est pas non plus à la fête. 16e, les Havrais n'ont pas gagné depuis le 24 septembre, avec eux aussi une défaite en Coupe de France contre le modeste équipe de Saint-Amand. Le problème, c'est que les footballeurs du HAC ont vu eux aussi le match au retour des Bleus et les ingrédients qui les mènent au Brésil. J-1 avant le lancement du festival BD Boom à Blois, une édition particulière puisque le festival de bande dessinée renommé fête ses 30 ans cette année. Et à cette occasion, on vous propose ce soir de rencontrer le dessinateur de la célèbre BD Rahan, André Chéré. En 1963, il publiait avec son acolyte, le scénariste Logé Le Curé, leur tout premier numéro. Anaïs Michaud l'a rencontré. André Chéré a 56 ans de métier. On pourrait donc croire que c'est grâce à l'expérience que son trait n'est plus hésitant. Mais en fait, il ne l'a jamais été. Le dessinateur est autodidacte. Il s'est même fait exclure de l'unique cours de dessin auquel il s'est rendu à 14 ans, car il ne rentrait pas vraiment dans le moule. Ce grand lecteur de Tarzan rentre au journal Radar à 22 ans, puis chez Vaillant, qui deviendra plus tard Pif Gadget. Il dessine d'abord les aventures de l'aviateur Bob Mallard, dont il a repris le dessin, puis décide de créer son propre personnage. Je pensais en faire un Gaulois. Je l'avais habillé avec une chaîne, avec des peaux de bête et puis des jambières et tout. Et puis, quand je l'ai proposé à la rédaction du journal, on m'a dit bah, tiens, justement, on a un scénariste, Roger Le Cureux, que je connaissais bien, qui voulait faire, lui, un personnage d'homme préhistorique. Donc mon Gaulois est devenu un homme préhistorique. C'est pour ça qu'il est blond. Il illustre le premier album de Rahan durant l'été 68. Il est dans le sud de la France avec sa famille dans une caravane et travaille de nuit. Parution en mars 69, le succès est immédiat. Au total, 4000 pages illustrées, c'est l'œuvre d'une vie. Avec une méthodologie toujours rigoureuse, mais une vraie facilité. Je reçois le scénario et je lis. Je lis toute l'histoire. Et après ça, je pars directement avec des petits dessins comme ça, des mises en page. Non, je ne fais jamais de croquis. Après ça, je pars directement sur la planche, sur une planche comme ça, par exemple, avec des... Sa patte, du dynamisme, du suspense et des visages extrêmement expressifs. Un dessin inspiré des codes du cinéma. Et juste au retour des choses, un film est en projet. Rahan devrait s'accaparer les salles obscures en 2015 et André Chéré supervise le projet. Mais d'ici là, pas le temps de chômer, un nouvel album est prévu pour l'an prochain. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Jean-Paul Portron, directeur d'Orange Normandie Centre. A tout de suite.